Bienvenue dans notre magazine des sports, 52 minutes consacrées au football sur nos antennes, au football africain à presque 90%. Voici tout d'abord les principaux titres de ce magazine. Nous ferons un gros plan sur les académies et nous parlerons de la prochaine Coupe du Monde des U20 femmes avec deux équipes qui nous représenteront. Deuxième grand titre, eh bien, c'est le troisième volet sur les grandes équipes non qualifiées pour le mondial en Russie. Aujourd'hui, il s'agira du Cameroun et puis lundi prochain, nous parlerons du Gabon. Et puis troisième titre, c'est Manchester City qui n'a pas raté pour autant sa saison, nous verrons pourquoi. Et Liverpool, Real et Marseille ont un pied en finale de la Coupe d'Europe des clubs avec de brillants joueurs de notre continent, bien évidemment. Nos invités, tout d'abord, il y a Elton Mokolo, journaliste sportif de la RDC, qui connaît bien la maison. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons deux autres invités, Walter Oyono, que je ne vous présente quasiment plus, que c'est un ancien pro du Gabon. Walter, bonsoir. Bonsoir. Et puis jeune journaliste encore, il s'agit d'Abdou Latif Diop, qui est du journaliste, mais pas de la RDC, mais du Sénégal tout simplement. Exact. Bonsoir José. Voilà, donc place maintenant aux internautes pour la question. Alors, où sont situées donc les plus grandes académies sur notre continent? Eh bien, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, le Facebook Africa24 et puis le hashtag Africa24 tout au long de cette émission. À la une, tout de suite, sans perdre du temps. Et au cours de la dernière décennie, l'Afrique a enregistré l'installation de plusieurs académies de football. Ces centres de formation jouent un rôle plus qu'important dans l'éducation et la formation des jeunes joueurs. Des modules variés sont mis aussi à la disposition des pensionnaires pour leur permettre d'acquérir des connaissances académiques et aussi sportives, bien sûr. Le Sénégal, par exemple, avec ses académies, est une référence comme Djambar sous Génération Foot. Il y a Dakar, Sacré-Cœur qui sont réputés pour la qualité de leur formation. Et puis partout sur le continent, ce modèle de structure forme aussi des joueurs professionnels destinés aux championnats locaux, aux équipes nationales, mais aussi au marché international. Voyons l'éclairage d'Ibrahima Djoumaba. Depuis plusieurs années, les pays africains sont orientés vers la formation des sportifs. Dans le domaine du football, plusieurs académies ont vu le jour dans beaucoup de pays avec l'appui de la CAF, Confédération africaine de football, des fédérations et du secteur privé. Ces structures sont devenues incontournables pour la transition vers la professionnalisation des championnats et des équipes nationales. Il y a encore quelques années, c'était très difficile de pouvoir trouver des académies ou des centres de formation sur le continent. La plupart des joueurs devaient aller se faire former à l'extérieur ou bien ils étaient dénichés par des clubs européens et ils allaient dans les centres de formation là-bas. Donc aujourd'hui, c'est très bien que l'Afrique puisse former ces gamins et c'est aussi d'autant plus important que beaucoup d'initiatives privées justement s'engagent sur ce terrain-là en créant des académies de football pour pouvoir former les joueurs. Les académies de football, à l'image de ce qui se fait au Sénégal, jouent un rôle important sur le plan de l'éducation des pensionnaires, mais aussi de leur formation. Elles permettent aux jeunes joueurs d'acquérir des connaissances académiques et sportives. Ce n'est pas dans toutes les académies où la formation qui est prodiguée est adéquate. Il faut voir le niveau des formateurs qui est souvent très très bas. Ce n'est qu'en formant nous-mêmes nos joueurs qu'on peut leur inculquer un certain nombre de valeurs. Et puis vous savez aujourd'hui que les académies de football de formation ont en leur sein un concept sport-études qui permet aussi, en même temps que l'enfant ou bien le jeune est formé au métier de footballeur, il est formé également à la vie active. Il faut signaler que la dynamique d'installation des académies de football n'est pas la même dans toutes les régions de l'Afrique. Les pays du Maghreb, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal ou encore le Ghana et le Nigeria sont en avance sur le plan du développement du football. Et nous allons entrer dans le débat tout de suite après ceci. Alors Abdou, je m'adresse à vous pour commencer. Est-ce que vous avez le sentiment que les académies qui sont installées justement au Sénégal répondent précisément à l'attente des jeunes footballeurs, précisément? Parce qu'on s'attendait à un gros boom, hein, mais finalement, c'est pas vraiment ça. Oui, je dirais oui, parce que les centres, les académies de football, par exemple, qui depuis maintenant une quinzaine d'années commencent à
à faire floraison en Afrique, contribue beaucoup au développement du football au niveau africain. C'est vrai que c'est pas évident de mettre sur pied un centre de formation. Par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, et comme Diamba qui est le pionnier de centre d'une académie de football. Après, il y a Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot, Aspire, Étoile Lusitana. C'est le problème de la prise en charge qui pose problème la plupart du temps. Mais ceux qui ont réussi à trouver des partenaires, à avoir des moyens, donc sont arrivés à tirer leur épingle du jeu. C'est l'exemple de Diambar, c'est l'exemple de Génération de Foot. Diambar qui très récemment devrait signer un accord de partenariat avec l'Olympique de Marseille. Génération Foot l'a déjà fait avec le FC Metz. Il y a l'Étoile Lusitana également avec des clubs portugais. Il y a Dakar Sacré-Cœur qui leur emboîte le pas en essayant de trouver leurs partenaires. Ils ont réussi à accéder en Ligue 1 la saison dernière. Et si on voit les résultats de ces clubs-là, de ces centres de formation, ces académies de foot, généralement, on voit que c'est eux qui sortent du lot sur le plan africain. Et alors, est-ce que justement, ces académies ont la même fonction qu'au Sénégal? C'est-à-dire instruire, former les jeunes sur le plan sportif, former les jeunes sur le plan sportif, mais aussi sur le plan de l'éducation. Il n'y a pas une concurrence qui fait rage entre ces académies? Si, il y a effectivement une concurrence, mais chacun a sa propre spécificité. Spécificité. Excusez-moi. Alors, si on prend par exemple l'exemple du Diambar, qui... Alors, très court, hein, on ne va pas trop dans le détail pour permettre à tout le monde de parler. D'accord. Le Diambar qui fait du foot passion un moteur de l'éducation, par exemple, ils mettent surtout à 70% l'accent sur l'éducation, par exemple, pour permettre aux joueurs, parce que tout le monde ne peut pas réussir au football. Exactement. À ceux qui ne peuvent pas réussir au football, de réussir, par exemple, dans les études. Alors, ils payent cher quand même? La plupart, les parents? Non, c'est gratuit. Au Diambar, les joueurs, les pensionnaires ne payent aucun franc. On revient vers vous tout à l'heure. Alors, Elton, du côté de la RDC, qu'en savez-vous? Est-ce que les académies ont une place importante? Déjà sur les académies, en fait, il faut dire quelque chose de très important. Vous avez dit, ça coûte très cher. Et il y a surtout un élément important, il n'y a pas la garantie que le joueur il arrive au bout, parce que c'est un cursus qui est très long. Et par rapport à ça, c'est à noter que voilà, les académies font floraison. Mais pour en revenir en RDC, pardon, effectivement, ça commence à venir, ça se structure mieux, et ça fait que voilà, ça rejaillit sur les clubs locaux, parce que c'est ce qui est très important. En fait, que c'est une influence sur les clubs locaux et que les jeunes ne puissent pas se dire je vais partir tout de suite en Europe. Il est très important que à court terme, ils fassent une carrière en Afrique pour faire progresser. Alors, quelquefois, ils sont impatients. Nous allons nous tourner vers Walter parce que Walter est un ancien pro et connaît bien le problème. Walter, les jeunes sont pressés de partir parce qu'une fois qu'ils shootent dans le ballon, ils sont dans une académie, ils ont vraiment dans la tête, psychologiquement, pour eux, ils seront professionnels. Oui, tout à fait. Les jeunes, comme tous les sportifs, sont souvent un peu pressés, beaucoup pressés. Mais alors, je pense que, comme on dit l'académie, il faut définir le modèle sur lequel on va travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est dans la formation? Est-ce qu'on vise tout de suite aller se lancer sur le marché? Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire croire aux jeunes que tous les jeunes qui vont s'inscrire dans une académie seront professionnels de demain. Ou que demain, ils pourront faire une grande carrière. D'accord. Ouais. Il faut surtout faire attention à ça parce que c'est un piège qui est dangereux. C'est aussi le discours du club, le discours des dirigeants. Il est très important en ce moment. Ouais. Alors nous allons voir le tableau. Nous avons parlé, Abdou, justement de Diambars. Vous allez voir la situation de Diambars parce que je n'ai pas l'impression que la politique apporte vraiment ses fruits. Lorsqu'on voit le classement de Diambars, qui est 13e dans le championnat sénégalais, comment l'expliquez-vous? Parce que pour nous, on est censé penser que Diambars a les meilleurs joueurs du Sénégal. Oui, pour le cas de Diambars, c'est simple à expliquer. Au départ, en 2009, quand Diambars, par exemple, accédait au niveau du championnat, donc on voyait qu'il y a Diambars qui jouait les premiers rôles dans le championnat élite, en division, en Ligue 2 et en Ligue 1. Diambars a même été champion du Sénégal, a même remporté la Coupe de la Ligue, la Coupe du Sénégal. Maintenant, il y a une génération qui baisse pavillon. Il y a une certaine génération qui sort
qui sont recrutés, par exemple, dans des clubs européens. C'est ce qui fait que Diamba est en train de se reconstruire, d'amener des jeunes qui étaient à la base pour venir à l'élite. Ces jeunes-là n'ont pas encore d'expérience. C'est pourquoi ces 3 dernières années, Diamba a quelques difficultés pour revenir un peu sur le haut de tableau. Mais si on voit Génération Foot, par exemple, qui joue les premiers rôles depuis 2 ans, on voit que l'Académie Génération Foot est arrivée en mature parce que c'est des jeunes qui étaient en formation, qui sont arrivés maintenant au sommet, et c'est eux qui sont en train de faire l'élite du football sénégalais. Alors vraiment, c'est une excellente explication parce que même moi, personnellement, je me posais la question. Pourquoi Diamba est dans cette situation? Walter, qu'est-ce que vous voulez rajouter à propos des académies avant de passer à autre chose? Non, mais juste que c'est bien l'essor de beaucoup d'académies dans l'Afrique et dans tous ces pays. Voilà, moi, j'ai juste une question, c'est véritablement, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise quoi? Est-ce qu'il y a un modèle? Parce que académie pour académie, ça ne veut rien dire. Parce que je peux même me dire que je fais l'académie. Alors, ce que vous voulez dire, Walter, si académie, est-ce qu'elle ne devrait pas ressembler à celle, par exemple, du Real ou du Barça? Non. C'est ce que vous voulez dire? Non, du tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique gagnerait à avoir son modèle à elle. À avoir un fonctionnement qui est le fonctionnement qui est en accord avec sa culture, avec son mode de fonctionnement. Avec l'Afrique et fournir des joueurs pour le propre championnat, par exemple. D'abord pour le championnat africain. Ouais. Voilà. Bon, merci Walter pour ce point de vue. Nous allons enchaîner avec, bien sûr, du 5 au 24 août 2018. La France accueillera la 9e édition de la Coupe du monde féminine des U20. 16 équipes vont y participer. Il y a le Nigeria et le Ghana. Marcel Faba Maroun nous présente nos 2 équipes. Pardon. La 9e édition de la Coupe du monde féminine U20 aura lieu en France. Le Ghana, qui a réalisé le meilleur bilan comptable lors des qualifications en zone Afrique avec 5 victoires, 1 match nul, 24 buts inscrits, 2 encaissés, tentera de se qualifier pour la première fois en quart de finale. Les Black Princess, qui disputeront leur 5e mondial consécutif, pourront compter sur leur capitaine Princella Adoubea, auteur de 10 buts durant les éliminatoires. Dans le groupe A, le Ghana sera opposé aux pays organisateurs, à la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Quant aux Nigérianes, elles ont pris part à toutes les éditions de ce mondial depuis sa création en 2002. Finalistes malheureuses en 2010 et 2014, chaque fois battues par l'Allemagne, les Super Falconettes seront également amenées par leur attaquante Rashidat Adjidabe. Le Nigeria est logé dans la poule D en compagnie d'Haïti, de la Chine et de l'Allemagne. Le mondial féminin U20 se déroulera du 5 au 24 août 2018. Voilà, nous avons vu le style des joueuses. Et ce sont des filles qui sont redoutables. J'ai vu jouer le Ghana justement à RDC. Ce sont des filles formidables et qui sont très, très, très fortes. Alors, pourquoi justement la RDC n'a pas, vous qui êtes journaliste de la RDC, n'a pas d'équipe féminine performante, pardon? C'est comme on l'a exposé, en fait, quand on voit le panorama du football africain féminine dans cette catégorie, on s'aperçoit que c'est souvent le Ghana et le Nigeria qui et l'Afrique du Sud, le Cameroun. C'est ça. Et la RDC n'a qu'une participation à ce stade de la compétition. Tout ça pour dire que voilà, en ce qui concerne, il y a une espèce de caste VIP qui appartiennent au Ghana et au Nigeria. Et par rapport à ça, la RDC est encore très loin dans les standards pour pouvoir concourir face à ces 2 équipes. Oui, j'ai vu que vous jetez un coup d'œil aussi sur Walter. Walter, c'est la même chose alors pour le Gabon. Où sont passées vos filles? Je rejoins actuellement, je rejoins entièrement ce qu'il vient de dire. C'est les équipes qui sont là, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun sont en avance depuis bien longtemps. C'est ça. Depuis une vingtaine d'années, ils sont véritablement en avance dans le travail des jeunes, le travail des filles. Donc, ce n'est pas étonnant que ces équipes-là soient à ce niveau. Alors, ce qui est du Gabon, bon, allez, du Gabon, on peine un petit peu là-dedans, on peine. Je me rappelle, il y a 20 ans derrière, on avait une équipe assez compétitive. Malheureusement, il n'y a pas ce renouvellement au niveau de la jeunesse sportive. Il n'y a pas. Et nos pays souffrent énormément de ça. C'est-à-dire préparer l'après. Une fois qu'on a une génération qui est, on va dire, qui est très bien, qui joue très bien et qui est compétitive, on ne prépare pas l'après. Oui, c'est ce qui est dommage. La relève. Oui, Abdou, alors les jeunes filles sénégalaises, elles sont portées vers le foot. Je sais qu'elles pratiquent beaucoup le basket, mais est-ce que le football, ça les intéresse? Oui, on pratique le football. On a une équipe nationale féminine au Sénégal.
Une équipe qui fait des progrès, effectivement, parce que depuis très longtemps, l'équipe avait des problèmes pour sortir la tête de l'eau au niveau de l'Afrique. Maintenant, on se qualifie pour la Coupe d'Afrique, même si on n'est pas encore allé à la Coupe du Monde. Mais on voit qu'en Afrique, il y a un quator qui sort du lot. C'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud qui est redoutable aussi. Et dans une moindre mesure, le Kenya peut-être, qui fait des progrès sur ce plan-là, le foot féminin. Mais là, on voit que la hiérarchie est respectée quand on voit surtout le Nigeria qui a toujours été présent dans les grands rendez-vous. Alors attention à deux pays aussi, la Guinée équatoriale et puis le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali vient chercher les jeunes filles qui jouent en Occident. Nous allons voir le tableau des matchs, messieurs, si vous le voulez bien. Tout d'abord pour le groupe A, la France sera avec le Ghana et j'aimerais bien voir la confrontation France-Ghana. Il y aura la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas dès que vous voulez pour ces tableaux du groupe A de ce championnat du monde des U20. Et puis ensuite, nous allons enchaîner avec le groupe B. Alors, qui veut dire un petit mot sur peut-être un France-Ghana qu'on attend tous? Vous aimeriez voir ça aussi, non? C'est pays organisateurs, ça sera en Bretagne, à Vannes, donc ça sera très intéressant de voir où le Ghana se situe par rapport à la hiérarchie mondiale. Et donc, il y a cet objectif d'arriver au quart de finale. Ça ne sera pas facile, mais le premier match va être déterminant dans la mesure où si tu accroches, voire tu bats l'équipe de France qui organise le mondial, là, tu envoies un message à tout le monde. Oui, il y aura un groupe B, il y aura la Corée, il y aura l'Angleterre, le Mexique et le Brésil. Les Brésiliennes sont très fortes. Ouais, ce sont des techniciennes, de bonnes techniciennes. Pour le groupe C, nous aurons les États-Unis, le Japon, les États-Unis aussi qui sont très bonnes, le Japon, le Paraguay et l'Espagne. Voilà donc les groupes, le C avec le Japon, les États-Unis, l'Espagne et le Paraguay. Et puis pour le groupe D, alors là, messieurs, il y a un petit pays qui a pris son indépendance très tôt. C'est le premier pays des Antilles, de la Caraïbe, qui a pris son indépendance. C'est Haïti, qui sera présent justement avec son équipe des U20, l'équipe de Chine, le Nigeria. Attention, et puis l'Allemagne. C'est le groupe de la mort? Oui, bien sûr, parce qu'on a vu que l'histoire avec Nigeria et Allemagne, l'Allemagne a sorti deux fois le Nigeria en finale. Et donc, ce sera pourquoi pas une revanche. C'est des matchs épiques, même si peut-être il y a des équipes qui ne sont pas des foudres de guerre comme l'Haïti et la Chine, par exemple. Mais Nigeria et Allemagne, naturellement, sont les favoris. Voilà, vous avez vu défiler justement notre régie qui fait un superbe boulot en vous faisant défiler donc tous les groupes. Alors, Walter, je m'adresse à vous, Pierre-Alain. Mungangui a été réélu à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Donc c'était Alain Baréné, ça s'est passé. C'est un ancien arbitre. Il était en concurrence avec Jérôme Efong. Il est passé avec 22 voix contre 13. C'est votre type de président? Comment répondre à cette question? Mon type de président, non. Mon type de président serait le président qui ferait avancer le football gabonais. Mais bon, or, nous continuons à peiner. Aujourd'hui, il a été élu. Bon, on attend qu'il fasse tout le boulot. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, je n'étais pas électeur. Même si personnellement je n'avais pas de candidat de cœur là-dedans, j'attendais de voir ce que ça allait donner. Je constate quand même qu'il y a pas mal d'arbitres qui sont aujourd'hui tentés de briguer la présidence, parce que Jérôme Fonzolo était un seul arbitre, qui a été meilleur arbitre en Belgique, meilleur arbitre belge, qui a été arbitre européen, maintenant qui est rentré au Gabon et qui veut aussi être président de la fédération. Pierre-Alain s'est réélu tout simplement parce qu'il avait ce qu'on appelle le secret du vécu. Il avait déjà occupé la place, il a pu cerner quelques problèmes, quelques soucis. Il a été élu alors que personne ne l'attendait. Oui, et puis nous attendons toujours les infos concernant les élections à la FEMAFOOT. Vous savez, c'est du côté du Mali, car il y a un comité de normalisation qui est toujours mis en place. Et visiblement, les élections devraient avoir lieu cette semaine ou même aujourd'hui, donc nous n'avons pas d'infos. Et puis la Cour suprême administrative égyptienne qui a confirmé samedi le dégel des avoirs du célèbre footballeur égyptien Mohamed Aboutrika, accusé par les autorités d'avoir financé la confrérie interdite des frères musulmans. Est-ce que vous voulez réagir, messieurs, sur ces informations? Bref, le Mali et Aboutrika, dont on va en quelque sorte lui prendre tout son argent. Si on gèle, on va peut-être récupérer. Oui, je crois que peut-être un footballeur comme Aboutrika qui a rendu beaucoup de services au football égyptien ne mérite pas ça. Je crois que le football et la politique ne vont jamais de pair, même si c'est une bonne volonté politique qui fait le football.
Donc, il va falloir trouver une solution, à mon avis, pour éviter ces genres d'affrontements. Tout à fait. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler du Cameroun et nous allons recevoir un Camerounais qui aura peut-être sans doute beaucoup de choses à nous dire sur son pays. À tout de suite. Merci beaucoup.